Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Cet été, avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien, nous vous racontons pendant 6 semaines une affaire criminelle au long cours. 3 corps et même un 4e juste à l'instant ont été découverts au domicile d'un couple et de ses 4 enfants. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, la disparition de toute une famille au printemps 2011 et la traque du père qui dure depuis 13 ans. Priorité à cette information qui nous parvient à l'instant, la police écossaise affirme avoir arrêté un homme ce soir à l'aéroport de Glasgow. Xavier Dupont de Ligonnès, la fabrique d'un mythe. Épisode 6. Cet homme serait Xavier Dupont de Ligonnès. Dans les épisodes précédents, nous avons raconté comment la police française traque en vain Xavier Dupont de Ligonnès, un père de famille de 50 ans. Il est soupçonné d'avoir tué dans la maison familiale de Nantes sa femme et leurs 4 enfants et de les avoir enterrés sous la terrasse. 8 ans après le quintuple meurtre, en 2019, la police écossaise arrête à Glasgow un homme qu'elle pense être Xavier Dupont de Ligonnès. Priorité au direct, bonsoir à tous, 21h07 sur LCI avec cette information assez incroyable d'un des mystères les plus profonds de France, fait divers. On a retrouvé ce soir la trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, rappelez-vous, le vendredi 11 octobre 2019, il est à peu près 20h quand la notification envoyée par le Parisien apparaît sur les téléphones de ses abonnés. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse. Damien, à ce moment-là, vous êtes déjà chef du service police-justice du Parisien. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cet emballement médiatique débute ? Il débute 2 heures plus tôt. Il est environ 18h et c'est un journaliste de mon service qui nous envoie un message. Alors il se trouve que lui, ce jour-là, il est en vacances en Irlande, donc il ne travaille pas en théorie, mais il a reçu sur son téléphone un message, un SMS, de ce qu'on qualifie habituellement d'une source proche de l'enquête. Et lui, le message, il est clair, c'est « Tu vas pas le croire, on vient d'arrêter Xavier Dupont de Ligonnès en Écosse ». Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un peu mobilisation générale dans tout le service. Tout le monde se met à passer des coups de fil à droite à gauche pour essayer de confirmer cette première information-là. Information qui, vous pouvez vous en douter, est non seulement la plus importante de la journée, mais probablement l'une des plus importantes de l'année si elle est vraie. À force de passer des coups de fil, vous finissez par comprendre quelle est la situation à ce moment-là. Tous les coups de fil, toutes les vérifications qu'on fait à ce moment-là nous confirment qu'il y a bien un Français, un homme, qui a été arrêté à l'aéroport de Glasgow. Et ces mêmes sources nous disent cet homme, selon les informations qu'on tient de la police écossaise, c'est bien Xavier Dupont de Ligonnès. On va même en apprendre un peu plus. On s'aperçoit que ce Xavier Dupont de Ligonnès, soi-disant arrêté à l'aéroport de Glasgow, il a pris dans l'après-midi un vol EasyJet depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris pour Glasgow. Quelles sont vos premières réactions ? Alors l'incrédulité, parce qu'on se dit, mais déjà, première info, Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté à Glasgow. Ça veut dire qu'on part du principe qu'il est vivant, alors qu'on est quand même depuis des années et des années sans nouvelles de lui. Donc il y a la première surprise de il est vivant, premièrement. Deuxièmement, on l'arrête. Deuxième surprise. Troisième surprise, on l'arrête en Écosse, mais il vient de Paris. Ça veut dire que immédiatement on se dit mais c'est fou, ce type dont on pense qu'il fait sa cavale très très loin de France pour être tranquille, pour se reconstruire une vie s'il est toujours vivant, on s'aperçoit qu'il est potentiellement capable de prendre un avion depuis un aéroport français, pas n'importe lequel, depuis Roissy. On apprend ensuite, en passant tous ces coups de fil, qu'il n'a pas voyagé sous sa vraie identité, mais sous une identité d'emprunt, donc avec un vrai faux passeport. Donc toutes ces informations-là, elles nous sont pas données par une seule personne. Elles sont la collection de plusieurs sources qui viennent à chaque fois nous confirmer la première info qui était, on s'en souvient, voilà, il y a XDDL qui est arrêté dans un aéroport à Glasgow. Et donc on commence à penser que cette information qui de but en blanc nous paraissait incroyable, eh bien cette information, elle est vraie. Et vous apprenez dans la foulée que des policiers sont en route pour Glasgow. Ce qui est encore une confirmation supplémentaire pour nous, parce qu'on se dit si des policiers français sont déjà en train de faire leurs valises pour aller récupérer Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport, ça veut dire que oui, l'info elle est bonne. Sinon, s'ils avaient un doute, ils attendraient des vérifications, ils attendraient plusieurs jours avant d'y aller. Là, on nous dit en gros, il y en a plusieurs qui sautent dans le premier avion pour Glasgow pour aller le récupérer. Donc ça vient
encore renforcer le fait qu'on est sûr, nous maintenant, on a quasiment plus de doute sur le fait que ce type qui est en ce moment même à l'aéroport de Glasgow entre deux policiers, c'est bien XDDL. Est-ce qu'il y a des personnes que vous ne parvenez pas à joindre ? Les deux seules personnes qui vont ne pas nous répondre, en tout cas ne pas nous répondre tout de suite, c'est d'abord le procureur de Nantes, qui est en charge, entre guillemets, avec le juge d'instruction des investigations, et l'avocat de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Maître Goldenstein. Ils répondent pas, on finit quand même par avoir l'avocat Maître Goldenstein, qui lui balaye un peu cette information en nous mettant en garde, en disant c'est pas lui, de toute façon il y a déjà eu plein d'alertes du même type. On écoute, on prend en compte les doutes qu'il émet, mais comme ça a toujours été un peu la ligne de dire non mais non, toutes ces informations-là sont bidons, très sincèrement ces doutes-là, ils pèsent pas grand-chose par rapport à toutes les confirmations qu'on a pu avoir à côté. Vous savez déjà à ce moment-là que Xavier Dupont de Ligonnès voyage sous une fausse identité. On sait à ce moment-là qu'il a utilisé un faux passeport. Le seul problème qu'on a en cette fin de journée, c'est qu'on n'arrive pas à savoir exactement quelle est l'identité qu'il utilise. On a un bout de prénom et puis finalement, on finit par plusieurs coups de fil et plusieurs vérifications à avoir ce fameux nom, Guy Joao. Donc on nous dit voilà, il a utilisé un passeport au nom de quelqu'un qui s'appelle Guy Joao. On peut commencer là à faire de vraies recherches un peu opérationnelles et on s'aperçoit qu'il y a un Guy Joao qui vit à Limay dans les Yvelines à côté de Mantes-la-Jolie. Quand notre reporter arrive sur place à Limay, il constate d'abord qu'il y a effectivement un cordon autour de la maison, des policiers qui sont à l'intérieur de cette maison en perquisition, ce qui viendrait plutôt confirmer que l'information est juste. Simplement, il y a deux choses qui commencent à mettre un petit peu le doute. C'est d'abord que cette perquisition, elle dure pas très longtemps. Les policiers entrent, restent moins de 2 heures et repartent. Puis surtout, le reporter, quand il arrive sur place, il voit des voisins de ce fameux Guy Joao qui pourrait être Xavier Dupont de Ligonnès. Et les voisins leur disent « mais jamais de la vie, on a croisé Xavier Dupont de Ligonnès dans le quartier ». On voit tout de suite aux Parisiens que c'est une information qui intéresse les lecteurs du journal. Alors, on le voit parce qu'on est équipé aux Parisiens maintenant d'un écran qui est une sorte de thermomètre qui nous permet de calculer en temps réel quelles sont les audiences sur le site internet. C'est donc un compteur qui bouge en permanence, comme un compteur électrique, et on sait en temps réel combien de personnes lisent les papiers qui sont en ligne sur le site du Parisien, quels papiers ils lisent, etc., etc. Et effectivement, ce soir-là, on voit ce qu'on n'a jamais vu auparavant. On voit le compteur des audiences qui se met à monter de manière astronomique et que les audiences explosent littéralement, comme ça n'a jamais été le cas pour n'importe quelle autre information. La seule comparaison qu'on a à ce moment-là sur des événements marquants, ce sont évidemment les attentats de 2015 à Paris. Eh bien, il faut savoir que ce soir-là, les compteurs ont monté plus vite pour Xavier Dupont de Ligonnès que pour les attentats de 2015. C'est juste pour expliquer la force que peut avoir cette affaire sur les lecteurs. Vous apprenez aussi que l'information est directement venue d'Angleterre via des agents de Scotland Yard et que ce sont eux qui transmettent l'information à la Direction générale de la police judiciaire française. Comment est-ce qu'elle réagit ? Elle est habituée, la police française, à recevoir des signalements, des gens qui ont vu XDDL à droite, à gauche, en France, mais aussi à l'étranger. Simplement, là, c'est un peu différent. C'est Scotland Yard qui leur dit, voilà, nous, on dispose d'un informateur qui nous dit que XDDL va prendre un avion qui va partir de Roissy et qui va se diriger vers Glasgow. Fatalement, la police française, elle prend aussi un peu plus au sérieux une information qui vient de leurs homologues britanniques. Donc, cette information, ils ne la reçoivent que vendredi en fin de matinée. Eux aussi sont un peu pris par le temps, et le temps qu'ils envoient une équipe à l'aéroport de Roissy, l'embarquement est terminé, l'avion est sur la piste, il est prêt à décoller, donc c'est raté. Ils vont donc contacter les Anglais et donc les Écossais pour leur dire voilà, on l'a raté, on n'a pas pu faire la vérif à temps à l'aéroport de Roissy, donc à vous de l'interpeller à sa descente d'avion à Glasgow, vous le gardez au chaud si on peut dire, et puis on viendra le récupérer demain. Dans la soirée, le procureur de Nantes, que vous n'arrivez pas à joindre, finit par communiquer. Il a été assailli de coups de fil après l'alerte de 20h. Il va faire un communiqué de presse qu'il va envoyer très largement à des dizaines et des dizaines de journalistes français. Alors, dans son communiqué de presse, il valide le fait qu'effectivement, un ressortissant français a été interpellé à l'aéroport de Glasgow, que les informations transmises laissent à penser que
cet homme s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès en réalité et que c'est donc le fameux fugitif qu'on recherche depuis des années. Simplement, le procureur qui est dans son rôle de magistrat dit « Attention, nous sommes en train de faire des vérifications notamment au niveau des empreintes digitales et au niveau des empreintes ADN et on ne pourra être sûr et certain de cette hypothèse que ce soit bien XDDL qu'au moment où nous aurons fait ces confrontations entre l'ADN et les empreintes digitales de la personne qui est à l'aéroport de Glasgow entre deux policiers et les empreintes dont on dispose dans le dossier de XDDL. » La radio Europe 1, qui a encore un reporter sur place à Limay, finit par réussir à parler à un voisin. Alors on est en milieu de nuit et effectivement y a des reporters qui font le siège, comme c'est l'habitude dans ce genre d'affaires un peu hors norme, qui font le siège du quartier et qui tombent sur un voisin qui leur dit de manière tout à fait catégorique au micro « Guy Joao, ça ne peut absolument pas être XDDL ». Il a rien à voir, je veux dire, même le mec, s'il a pris X années en plus, il a rien à voir avec cette tronche-là. Enfin, il dit, c'est un mec qui est grand, visage rond, enfin, mais rien à voir avec ça. Je suis monté, moi, justement, pour essayer de voir s'il n'y avait pas un policier, pour lui dire qu'il était en train de se planter lamentablement. Donc j'ai discuté avec un flic qui était là-haut, et j'ai dit au mec, j'ai dit, mais attendez, vous vous plantez carrément. Guy Joao, c'est un type, il est là depuis 30 ans, il a travaillé chez Renault, et s'il est en Écosse, c'est pas du tout surprenant parce qu'il s'est marié à une Écossaise, qu'ils ont une maison là-bas, ce qui explique qu'il fait souvent d'ailleurs le trajet entre Roissy et Glasgow. Et comment est-ce que vous réagissez face à ces doutes qui commencent à émerger et qui sont de plus en plus forts ? On va faire ce qu'on a fait la veille, c'est-à-dire qu'on va rappeler un peu toutes les sources, toutes les personnes qu'on a eues la veille au soir, qui nous ont toutes confirmé qu'effectivement il y avait bien XDDL qui était arrêté à l'aéroport de Glasgow. On sent bien que ces sources, elles sont aussi un tout petit peu moins affirmatives que la veille. On nous dit attendez, on va attendre le résultat des comparaisons d'empreintes digitales et des empreintes génétiques. Simplement, on commence à nous expliquer que les policiers écossais ne veulent pas envoyer les prélèvements qu'ils font à leurs homologues français. On comprend qu'il y a un peu de friture sur la ligne. Et côté français, on se dit, bon là, tant qu'on n'a pas l'ADN, tant qu'on n'a pas la photo, tant qu'on n'a pas tous ces éléments de contexte en Écosse, on peut plus être aussi affirmatif que la veille au soir. Mais ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'on n'a jamais autant vérifié une info et qu'on s'aperçoit que au fil des heures, cette info qui nous a été validée une 50aine de fois sans doute, elle est de plus en plus fragile et que surtout on comprend qu'il y a aussi un problème de communication entre l'Angleterre, l'Écosse et la France, que les informations se passent pas bien. On nous a expliqué à un moment donné au cours de la soirée que ça y est, les empreintes avaient matché, puis au fil du temps on finit par nous dire ah ben non, finalement c'est un match partiel, ce qui veut pas dire grand chose en matière d'empreintes. Donc toutes ces questions là, elles viennent vraiment dans la nuit et au petit matin du samedi. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a fourni cette information aux Anglais et le mystère demeure aussi sur les raisons pour lesquelles ce retraité français, Guy Joao, s'est retrouvé au milieu de tout ça. Comment on peut expliquer potentiellement cette confusion ? C'est que Guy Joao, il s'est fait voler son passeport l'année précédente dans un aéroport. Donc l'hypothèse, c'est peut-être que quelqu'un a pu utiliser le passeport volé de Guy Joao, mais est-ce que c'est XDDL ? On n'en sait rien. Mais ce qui est très perturbant dans cette affaire, c'est que le renseignement de base, celui qui va faire que tout le monde, et nous en premier, on va se tromper, c'est qu'il est très précis. C'est pas je pense que c'est il y a une personne qui prend un avion et cette personne qui prend l'avion c'est XDDL et en plus ça vient d'un service de police étranger qui n'est pas n'importe quel service qui est Scotland Yard. Donc on aimerait tous savoir qui a fourni cette info-là. La question qui demeure après l'épisode de la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès est la suivante. Comment un retraité de chez Renault, installé entre Limay, une petite commune d'Île-de-France, et l'Écosse, a-t-il pu être confondu pendant près de 24 heures avec le père de famille soupçonné d'avoir massacré sa femme et leurs 4 enfants en avril 2011 à Nantes ? À ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse. L'origine du signalement qui a conduit à l'interpellation de Guy Joao n'a pas été dévoilée. Les autorités françaises elles-mêmes n'ont pas l'information. Nous n'avons aucune réponse des Écossais quand on essaie de savoir qui leur a donné cette information, nous dit un enquêteur. Ils ne veulent plus rien dire et ne répondent même plus à nos demandes. Quelques mois après cet épisode, Guy Joao accepte de répondre à une interview sur M6. Âgé de 69 ans, il ne veut pas être filmé et souhaite seulement revenir à une vie tranquille, avec sa femme d'origine écossaise, dans le pavillon de Limay. « Nous avons vécu une histoire de fou, dit-il. Nous ne pouvons pas faire le deuil de cette histoire.
Le retraité souhaite également faire passer un message aux autorités. Pendant la perquisition de sa maison, une des portes a été abîmée par les policiers. Guy Joao a envoyé un courrier à la ministre de la Justice de l'époque pour être remboursé, mais il n'a pas reçu de réponse. Il dénonce un manque de respect. Le lundi 31 mai 2021, Guy Joao meurt des suites d'une longue maladie, à l'âge de 71 ans, sans avoir reçu d'excuses de la part de la justice française ou de la justice écossaise. Cette dénonciation de Guy Joao aux autorités par quelqu'un qui le connaissait forcément, puisqu'il y avait des informations assez précises sur lui, est un mystère de plus dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et il est peu probable que la lumière soit faite un jour sur cet épisode. Damien, il y a d'autres interventions anonymes qui ont semé le trouble dans ce dossier. Une, par exemple, mi-juillet 2015, une journaliste de l'agence France Presse basée à Nantes reçoit une carte postale. Il y est écrit en lettres majuscules « Je suis toujours vivant », puis en attaché « de là jusqu'à cette heure ». Ce message, il est daté du 11 juillet à Nantes. Alors, il va être transmis aux policiers nantais, aux policiers de la PJ Nantes, qui sont les directeurs d'enquête et qui vont faire des recherches à la fois ADN sur l'enveloppe et sur la lettre et des recherches graphologiques. Ces recherches ne sont pas concluantes. Rien que visuellement, ça ne ressemblait déjà pas à l'écriture d'XDDL. Il est très possible que ce soit l'œuvre de quelqu'un qui a voulu faire une plaisanterie, plutôt de mauvais goût. Mais exactement comme dans le volet Guy Joao, à ce jour, on n'a pas pu déterminer qui avait envoyé ce message, ni pourquoi. Alors, sachant que c'est assez fréquent, les corbeaux dans les affaires criminelles médiatiques, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. C'est-à-dire des gens qui, pour s'amuser, même si on peut douter du caractère vraiment ludique de ce genre d'activité, envoient des lettres anonymes pour faire croire que un tel ou un tel est toujours vivant ou un tel a des informations. Les dernières heures de Xavier Dupont de Ligonnès, avant qu'on ne perde définitivement sa trace, sont aussi, à ce jour, un mystère. Le vendredi 15 avril 2011, après avoir disparu pendant plusieurs heures au cours desquelles les enquêteurs estiment qu'il a pu croiser son ami Michel Rétif, Xavier Dupont de Ligonnès revient à l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence. Il gare sa voiture sur le parking, vers 16h, et en descend. 1 heure plus tard, les enquêteurs commencent à travailler sur une autre affaire et ils se demandent s'il n'y a pas un lien avec Xavier Dupont de Ligonnès. Le même jour, vers 17h, la voiture d'une femme est retrouvée devant sa maison à Lorgues, à quelques kilomètres au sud-ouest de Draguignan. Colette de Rome a 50 ans et c'est une mère de famille qui ne manque jamais d'aller chercher sa fille à l'école. Mais ce jour-là, à 15h, elle ne se présente pas devant l'établissement. Les enseignants préviennent les gendarmes. Des agents décident de se rendre au domicile de cette femme. Quand ils arrivent devant sa maison, ils trouvent immédiatement sa voiture. À l'intérieur, il y a son sac à main, les clés de la villa et son téléphone portable. Une brève enquête de voisinage leur permet d'apprendre que Colette de Rome ne s'est pas présentée non plus au supermarché où elle travaille depuis la veille à midi. Et que depuis ce moment-là, personne ne l'a vue. Damien, les enquêteurs pensent qu'elle peut avoir un lien avec Xavier Dupont de Ligonnès. En tout cas, il faut le vérifier. Entre 1992 et 1994, la famille Dupont de Ligonnès a vécu tout à côté de l'endroit où vit aujourd'hui Colette de Rome depuis 2 ans. Les enquêteurs se disent, mais peut-être que Colette de Rome, elle a connu la famille Dupont de Ligonnès et peut-être même Xavier, qu'elle a peut-être même eu une aventure avec lui, qu'elle a peut-être fui avec lui, qu'elle est en cavale avec lui. Toutes ces questions-là, elles sont un peu logiques à se poser à ce moment-là. Donc la compagnie de gendarmerie de Draguignan, elle croit tenir peut-être un fil sur la cavale de XDDL, elle va lancer d'importantes recherches, faire un signalement dans la presse locale. On va voir un appel à témoins passer sur Colette de Rome, 1m60, corpulence moyenne, cheveux blonds mi-longs et lunettes de vue de couleur rouge. Finalement, cette piste se referme. Elle va se refermer 1 mois plus tard, le dimanche 15 mai 2011, lorsque le corps de Colette de Rome est retrouvé en contrebas d'une route départementale du secteur, tout près de Draguignan. Et la suite de l'enquête révélera qu'elle a effectivement été tuée, mais ça n'a rien à voir avec l'affaire XDDL. Elle a été tuée par son ex-belle-sœur, avec laquelle elle avait un différend financier. Mais des pistes de ce genre, il va y en avoir d'autres. Les enquêteurs s'intéressent à un autre fait divers, cette fois-ci parce qu'ils pensent qu'il a pu inspirer d'une certaine manière Xavier Dupont de Ligonnès.
Une affaire qui a commencé aux États-Unis le 9 novembre 1971. John List est un vendeur en assurance. Il rentre chez lui et il tue par arme à feu sa femme, sa mère et ses 2 enfants. Après cela, il disparaît. Et quand on réalise ce qu'il a fait, ça fait déjà 1 mois qu'il est parti, qu'il est en cavale. Il va être traqué, mais sans succès. Et l'histoire va en rester là. Le dossier va être classé. 18 ans plus tard, une émission américaine est consacrée à cette affaire. Elle est largement diffusée et un téléspectateur croit reconnaître sous les traits de John List son voisin. Il va donc appeler la police et des tests ADN vont confirmer que ce voisin, c'est bien John List qui était donc en cavale depuis 18 ans. Pourquoi est-ce qu'on pense que cette affaire spécifiquement a pu inspirer en quelque sorte Xavier Dupont de Ligonnès ? Parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre l'affaire John List et l'affaire Dupont de Ligonnès, mais aussi parce que l'arrestation de John List a eu lieu le 1er juin 1989. C'est peu de temps avant que Xavier n'arrive aux États-Unis pour son premier voyage dans ce pays qu'il vénère tant avec Michel Rétif. L'histoire John List, évidemment, aux États-Unis a fait la une de tous les journaux pendant plusieurs jours. Et on se dit, comme il était aux États-Unis à ce moment-là, il a pu lire cette histoire. Et en tout cas, il ne peut pas ne pas avoir entendu parler de l'affaire John List. Un rapprochement étonnant va être opéré avec une autre affaire, celle dite de Jean-Claude Roman, un homme qui s'est fait passer pendant des années pour un médecin et qui, au moment où on allait découvrir la supercherie, a tué sa femme, ses enfants et ses parents. Il a fait 26 ans de prison et il est sorti en 2021. Pour remonter jusqu'à Jean-Claude Roman, les policiers qui sont en charge de l'enquête sur XDDL vont passer encore une fois par les abbayes. En fait, ils commencent par fouiller en avril 2021 une abbaye à Saint-Michel-en-Brenne où potentiellement ils pensent que Xavier Dupont de Ligonnès a pu se cacher à un moment donné de sa cavale. Bon, ils font une perquisition sur place, une fouille des lieux, ils entendent le père abbé qui est responsable de cette abbaye. Le père abbé va expliquer que non, il n'a jamais hébergé Xavier Dupont de Ligonnès sur place, mais les policiers de l'OCRVP, ils vont continuer à fouiller dans les abbayes du secteur et fin juin 2021, ils vont aller à l'abbaye qui est distante de quelques kilomètres de celle de Saint-Michel-en-Brenne, qui est l'abbaye de Fongombault, où ils se rendent compte à ce moment-là que dans cette abbaye est hébergé le fameux Jean-Claude Roman qui vient de sortir de prison, et dans le cadre de sa libération conditionnelle, on lui a fait élire domicile dans cette abbaye où il participe à certains travaux, donc c'est sa libération conditionnelle, voilà, c'est le lieu où il vit, dans cette abbaye de Fongombault, et donc les policiers se disent quand même quelle coïncidence, on cherche Xavier Dupont de Ligonnès soupçonné d'un quintuple assassinat, et dans les abbayes, on trouve Jean-Claude Roman qui lui-même, 30 années plus tôt, a tué 5 membres de sa famille. Donc ils vont, les policiers, entendre Jean-Claude Roman pour lui parler un peu de Xavier Dupont de Ligonnès, pour savoir si dans cette abbaye, il en aura entendu parler du passage d'XDDL potentiellement. Et Roman va dire, mais non, mais moi je connais l'affaire XDDL parce que même en prison, j'avais la télé, j'avais la radio et je pouvais lire des journaux, donc je connais l'affaire, mais moi je n'ai jamais croisé XDDL depuis ma sortie dans cette abbaye de Fongombault et j'ai pas d'informations particulières de la part des moines qui y vivent comme me validant le passage de XDDL dans cette abbaye. Dès le jour de la découverte des corps, le jeudi 21 avril 2011, les enquêteurs remarquent que les cartes bancaires de Xavier Dupont de Ligonnès et celles de sa femme ont cessé d'être utilisées. Le dernier mouvement bancaire remonte au jeudi 14 avril 2011. La caméra d'un distributeur de billets de Roquebrune-sur-Argence photographie Xavier Dupont de Ligonnès, qui retire 30 €. Quand les enquêteurs investissent la petite commune du Var, le vendredi 22 avril, les policiers trouvent devant l'hôtel Formule 1 la voiture du principal suspect garée sur le parking. À l'intérieur, il y a un caleçon, un pull, une chemise bleue, un imperméable taille adolescent. Il y a aussi des bouteilles d'eau, une de pastis de la marque Tony, plusieurs chargeurs et des sacs poubelles. Mais Xavier Dupont de Ligonnès est introuvable. Des analyses sont menées dans l'habitacle du véhicule. On relève plusieurs cheveux et des mégots de cigarettes dans le cendrier. Il confirme que Xavier Dupont de Ligonnès a bien été dans la voiture, mais rien n'indique où il se trouve désormais. Il a pu partir n'importe où. Et en une semaine, il a eu le temps d'avaler beaucoup de kilomètres. Depuis le parking du Formule 1, on peut facilement rejoindre l'autoroute A8 qui dessert au choix Marseille puis l'Espagne, ou Cannes, Nice, Menton et l'Italie.
Au sud, il y a le massif des Morts, un site classé d'intérêt national avec une végétation caractéristique qui lui donne des airs de western. Pour les enquêteurs, 2 options sont sur la table. Xavier Dupont de Ligonnès a quitté la commune, soit pour aller faire sa vie ailleurs, soit pour se suicider. D'intenses recherches sont menées dans les alentours de Roquebrune afin de vérifier la 2e hypothèse. Mais aucune des grottes et des cavités fouillées ne permettront de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. En avril 2015, un promeneur trouvera des ossements et ravivera l'espoir de mettre un terme aux recherches du père de famille. Mais les analyses ADN sont formelles, ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. L'autre option, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès a quitté Roquebrune-sur-Argence pour une autre destination, et elle est étayée par certains éléments. Notamment le témoignage troublant de 2 automobilistes. Le mardi 26 avril 2011, 12 jours après la dernière nuit de Xavier Dupont de Ligonnès au Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence, ils ont pris en stop un homme sur le parking d'une station Total, sur une autoroute des Bouches-du-Rhône, à côté de Lançon de Provence. Le chauffeur n'a pas vraiment prêté attention à lui, mais son passager croit l'avoir reconnu. Il lui dit que c'est l'homme recherché par toutes les polices de France, et il contacte le commissariat. Des agents se rendent alors sur place. En regardant les images de vidéosurveillance de la station, ils sont en effet troublés par la silhouette de l'homme et les gros sacs qu'il transporte. Les policiers montrent des photos de Xavier Dupont de Ligonnès à la jeune femme qui tient la caisse et lui demandent si elle le reconnaît. Elle répond que oui. Elle raconte que cet homme lui a demandé un café. Mais surtout, elle donne un détail qui n'a jamais fuité dans les médias jusque-là. Il manquait à l'homme qui s'est présenté à elle une dent sur le côté droit. Une molaire, exactement celle qui manque aussi à Xavier Dupont de Ligonnès. Après avoir été pris en stop, l'homme, qui sentait mauvais selon les automobilistes, s'est fait déposer quelques dizaines de kilomètres plus loin, à la gare d'Aix-en-Provence. Et les policiers ne l'ont jamais retrouvé. Impossible donc de vérifier si c'était bien le fugitif. Damien, dans son édition du 25 avril, le journal Presse Océan écrit que, le 15 avril, des plaques d'immatriculation ont été volées sur le parking de l'hôtel de Roquebrune-sur-Argence le jour où Xavier Dupont de Ligonnès disparaît. Oui, alors c'est quand même une coïncidence plutôt étrange et un détail plutôt intéressant. Alors, il peut n'avoir aucun lien avec l'affaire, ça peut être qu'une coïncidence de plus. Simplement, ça alimente quand même l'hypothèse d'une fuite organisée, parce que dans ces cas-là, on vole des plaques d'immatriculation pour replaquer un autre véhicule pour être plus discret. Une des dernières grosses vérifications remonte à 2020. Oui, et cette vérification, elle va être faite par les policiers français de l'OCRVP de l'autre côté de la frontière, en Italie, dans un lieu qui s'appelle Notre-Dame d'Alvegna. Alors c'est dans un village qui s'appelle Seborga, pas très loin de la frontière, une zone un peu montagneuse. Les policiers ont suivi cette piste de ce sanctuaire de Notre-Dame d'Alvegna parce qu'il est occupé par un groupe de prière qui est assez proche d'un fonctionnement sectaire. Alors c'est vraiment un tout petit groupe, c'est même pas quelques dizaines de personnes, mais il se trouve que dans leur enquête, les policiers ont établi un lien entre la famille Dupont de Ligonnès et l'homme qui était un peu à la tête de cette congrégation religieuse un peu clandestine de Notre-Dame d'Alvegna. Donc en octobre 2020, les policiers vont entendre un certain nombre de personnes qui vivent un peu reclus à Notre-Dame d'Alvegna, et ils vont leur poser la question pour savoir est-ce que, à un moment ou à un autre, Xavier Dupont de Ligonnès, depuis le début de sa cavale, a pu trouver refuge à Notre-Dame d'Alvegna. Alors, il se trouve que celui qui était à la tête de cette congrégation est mort depuis, donc ils vont entendre sa veuve, et la veuve va être catégorique. Elle n'a, jamais vu XDDL à Notre-Dame d'Alvegna, et elle dit aux policiers, si mon mari avait hébergé ou croisé XDDL à une époque, il m'en aurait forcément parlé. Aujourd'hui, parmi les personnes qui travaillent sur l'affaire, qui ont travaillé sur l'affaire, est-ce qu'on pense plutôt que Xavier Dupont de Ligonnès est mort ou qu'il est vivant ? C'est à peu près 50-50. Au tout début de l'affaire, dans les mois qui ont suivi, beaucoup de policiers étaient plutôt sur l'hypothèse d'un suicide de Xavier Dupont de Ligonnès. Simplement,
On n'a jamais retrouvé ni son cadavre, ni un squelette, ni même des ossements. Et donc peu à peu a pris corps une des hypothèses qui était aussi défendue à l'époque par un certain nombre d'enquêteurs, que le degré de préparation, la personnalité très particulière de Xavier Dupont de Ligonnès pouvait valider l'hypothèse d'une cavale en France, à l'étranger. On n'en sait vraiment rien. Ce qu'il faut aussi comprendre et savoir, c'est que tous les policiers qui ont travaillé de près sur ce dossier sont un peu obsédés, hantés par cette enquête, parce qu'il y a d'abord un constat d'échec. On n'a pas retrouvé le suspect principal d'un quintuple assassinat, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est vivant, est-ce qu'il est en cavale encore quelque part. Tous les policiers qui ont travaillé dessus, même ceux qui sont partis à la retraite entre-temps ou qui ont été nommés ailleurs, gardent toujours aujourd'hui en mémoire le souvenir de cette enquête inachevée, qui est l'enquête d'une vie pour beaucoup de policiers, et qui, encore maintenant, n'est toujours pas refermée, elle est toujours en cours, l'instruction est toujours en cours. Il y aura peut-être un jour un procès par défaut de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est une hypothèse très probable. Une fois qu'on considérera que tout a été fait pour le retrouver, qu'on ne le retrouve pas, on le jugera quand même. Et le simple fait de juger Xavier Dupont de Ligonnès par défaut, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même la justice s'autorise à penser qu'il est toujours vivant. Le vendredi 15 avril, 4 heures après avoir quitté le parking de l'hôtel Formule 1 en voiture, Xavier Dupont de Ligonnès réapparaît. Il est environ 16 heures et on est 10 jours après la tuerie du 55 boulevard Schumann. La vidéosurveillance de l'hôtel a capturé ce moment où, après avoir quitté sa Citroën C5, il se dirige à pied vers l'entrée de l'hôtel. Il ressort quelques minutes plus tard, à 16h13 précisément. Xavier porte sous le bras une housse qui semble contenir un objet volumineux. Les enquêteurs restent persuadés, aujourd'hui encore, qu'il s'agit de la carabine récupérée chez son père, et donc, toujours selon eux, de l'arme du crime. Xavier Dupont de Ligonnès sait qu'il est filmé. C'est du moins ce qu'affirment les policiers qui ont pu visionner les images. Ils vont même plus loin. Ils disent que sur ces images, l'homme le plus recherché de France jette ostensiblement un regard vers l'objectif. L'un d'eux évoque une provocation jetée à la face des enquêteurs. Après ce coup d'œil furtif, il sort du champ et n'y entrera plus jamais. C'est la dernière image que nous avons de Xavier Dupont de Ligonnès. Quelques dizaines de minutes plus tard, un policier de Nantes compose le numéro de téléphone du suspect numéro 1, pour la première fois. Il lui laisse un message vocal, indiquant qu'un avis de recherche sur lui, ainsi que sur sa famille, vient d'être lancé. S'il entend ce message, il doit appeler la police nantaise de toute urgence. Peut-être que cela a eu un rôle. Peut-être que ce message a indiqué à Xavier Dupont de Ligonnès que la police était déjà à ses trousses. Ou peut-être que c'est une coïncidence, et que c'est complètement par hasard que le suspect numéro 1 s'est volatilisé 3 quarts d'heure seulement avant d'apprendre que l'étau se resserrait sur lui. Vous venez d'écouter le dernier épisode de notre série d'été Crime Story, Xavier Dupont de Ligonnès, La fabrique d'un mythe. Un épisode produit par Clara Garnier-Amouroux, Barbara Gouy, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation et mixage, Julien Moncouquiol. Lecture, Julien Meunier. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les références des ouvrages que nous avons cités. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.